Très chers internautes, bonsoir, bienvenue et merci de nous retrouver dans votre programme au cœur de l'actualité, au bulletin de l'information camerounaise, africaine et mondiale. Au menu ce jour, au Cameroun, le voyage privé du chef de l'État camerounais à la veille de l'ouverture de la campagne présidentielle. Toujours au Cameroun, le candidat consensuel de l'opposition désormais connu, un concept, un visage. Dans cette émission, nous allons faire un détour en République démocratique du Congo avec la démission du président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe. Au Sénégal, les manifestations contre l'audio Sonko Diomaye Faye fait l'écho dans les médias locaux, qualifiés de forte mobilisation. On va s'arrêter en Albanie avec l'intelligence artificielle nommée au poste gouvernemental de ministre des marchés publics. Et enfin, le procès pour diffamation qui oppose la première dame française Brigitte Macron à Candace Owens. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater de ces délices. Pour le décryptage de cette actualité, notre invité exclusif est avec nous, président Bandakani. Bonsoir. Bonsoir, Madame Tidjangele. Bonsoir à ton co-intervieweur. Tout à l'heure, vous allez le présenter, je pense. Bonsoir à toute l'équipe technique, grâce à qui nous pouvons travailler dans les conditions de sérénité numérique. C'est pas peu. J'ai une pensée pour nos abonnés et les internautes qui sont fidèles avec nous dans cette aventure qui s'accélère au fur et à mesure que les jours passent. Donc je suis, comme d'habitude, je suis à mon poste. Voilà. Nous n'aurons jamais cesse, président, de vous remercier, de respecter vos engagements. Très peu d'hommes connaissent tenir à leurs engagements. Vous faites partie de cette poignée de personnes-là qui restaient fidèles à vos principes, restaient fidèles à vos engagements. Et ça nous honore. Que la gloire revienne au vrai Dieu, sans qui tout ça n'est pas possible. Comme indiqué sur ce plateau, je suis pas seule. Je suis accompagnée de Monsieur Ghislain Guesse, qu'on a l'habitude d'entendre dans le cadre de notre programme face au cœur de l'actualité. Bonsoir, mon très cher. Bonsoir, Madame Charlotte Zengale. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur. Une fois de plus, Monsieur le Président, vous serez dans votre action, Monsieur le Président, c'est-à-dire vous baladez au cœur de l'actualité pour essayer d'en détecter les méandres, à l'effet d'apporter un éclaircissement intéressant pour la compréhension de vos internautes qui sont chaque jour plus nombreux sur vos plateformes, Monsieur le Président Bandakani. La nouvelle plateforme Président Bandakani officielle est en train de faire son bon nombre de chemins. Ils sont très nombreux les personnes qui s'abonnent et certainement ils dégusteront, ils se délecteront de vos analyses, Monsieur le Président Bandakani. Oui, le but c'est de former une véritable communauté. Pas au sens du règlement de ces plateformes-là. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Une véritable communauté qui a à cœur les intérêts de l'Afrique, les intérêts des nations africaines, mais aussi, surtout, l'unité de l'espèce humaine. Avec patience, mais avec sérieux, se consume. Oui. De ce point de vue, l'outil numérique va servir à ça. Rien qu'à ça. C'est d'ailleurs l'objectif principal de notre plateforme. La libération numérique du continent. Parce que l'outil numérique ne doit pas être une fin. C'est un moyen pour lutter contre toutes les formes d'oppression historique et contribuer à l'émancipation de l'espèce humaine, de tous les dangers qui pèsent sur elle. C'est dernier. Je pense qu'un des sujets que nous traiterons cet après-midi, ce soir, ce début de soirée, on va traiter d'un sujet qui est une véritable menace sur l'avenir de l'espèce humaine, la question de l'intelligence artificielle telle qu'elle se manifeste en Albanie. Voilà, donc c'est une véritable communauté que nous voulons faire, une communauté, c'est pas une base raciale, c'est une base, c'est une base historique, une base de combat, une fraternité universelle de combattants, de personnes qui partagent la vision, celle qui consiste à dire que non, voilà, il faut en finir avec le capitalisme, il faut en finir avec toutes les formes de menaces qui pèsent sur l'espèce humaine. Voilà.
Notez, Monsieur le Président Ça Mandakani. passe par la sauvegarde des nations, ça passe par la sauvegarde des indépendances nationales, des souverainetés nationales, etc. Mais tout ça sont des moyens. Hein. Effectivement. Voilà, la finalité, c'est faut que les hommes soient heureux, Ah oui. que la vie soit fraternelle, et que voilà, la dignité des uns et des autres soit préservée. Merci, Et monsieur. que l'homme reste en dernière instance la mesure de toutes choses. Notez, monsieur. Ce n'est plus le cas. Hélas. Et ça justifie le combat. Nous allons certainement y revenir avec le sujet sur l'Albanie. Président Bandakani, nous, comme on l'a indiqué dans le menu de notre interview ce soir, c'est au travers d'un communiqué rendu public par le ministre directeur du cabinet civil à la présidence de la République, M. Samuel Vondayono, que le peuple camerounais a appris le court séjour depuis le 21 septembre, le court séjour privé du président de la République, son Excellence Paul Biya, en Europe, accompagné d'une délégation restreinte de personnes, même si le motif de son déplacement, de son voyage en Europe n'a pas été mentionné dans le communiqué. Les Camerounais s'interrogent de l'opportunité et la pertinence de ce déplacement alors que l'ouverture de la campagne présidentielle est prévue pour le 27 septembre. Et indiquons que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est par ailleurs candidat à la dite élection. Et nous voulons vous poser, parce que nous nous joignons aux Camerounais et exprimons notre curiosité en rapport avec ce déplacement, nous voulons vous poser, selon vous, quelle est l'opportunité d'un tel déplacement dans le contexte électoral en cours au Cameroun? Mais vous vous êtes trompé de personne. Hein. Ce n'est pas au président Malakane qui vous pose la question. Je ne suis pas candidat. Vous êtes un homme politique. Et deuxièmement, je ne suis pas concerné, je ne suis pas le concerné. Devriez-vous rencontrer le chef de l'État, le partage président, pour avoir la véritable question. Je ne suis pas un sorcier. En tant qu'homme politique, président Bandakani, est-ce qu'il est juste de penser que ce déplacement aurait par ailleurs pour but d'adoubler le président politiquement dans cette élection? Adoubler où? Qui va l'adoubler? La France, particulièrement. L'Occident, où il se rend, Monsieur le Président. Il va en Occident pour ses jeux privés à quelques jours de la campagne. Ah bon? Pardon, Monsieur le Président. Et d'après certaines vidéos, il semblerait qu'il se soit arrêté en France. Je maintiens l'idée que, n'étant pas le concerné, je ne suis pas au cœur des raisons qui justifient ce déplacement. C'est important de le rappeler. Bien sûr. Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Le candidat président maîtrise très bien les motifs de sa candidature. Ils ne pouvons pas travailler contre lui-même. Tout ce qu'il fait, rationnellement, devrait concourir à sa victoire, puisqu'il est candidat. Bon, il va travailler contre lui-même. Donc, de ce point de vue, je considère que ça permet d'évacuer un premier aspect de votre question, en faisant comme si j'étais dans le secret de Dieu, et tout ça. Bon, je ne suis pas dans ça. Mais en tant qu'observateur, vous pensez qu'avec le parcours du président Biya, objectivement, il cherche qu'à l'adoubement. On n'est pas obligé de le prendre dans son compte. Ce que je voudrais qualifier comme étant des amalgames légers. Des amalgames légers, comme on a dit ça pour tel, il faut dire ça aussi pour ça, pour celui-ci, etc. Ce type d'amalgame n'a pas de sens. Le président au pouvoir depuis 43 ans, si on prend seulement le poste de président qu'il occupe. Sa longévité au pouvoir indique un ensemble de choses, un ensemble de permanences dans sa trajectoire qui devraient être aujourd'hui des lieux communs. Vous ne faites pas 43 ans au pouvoir dans les conditions de la France-Afrique, avec toutes les mutations que la France-Afrique a connues. Vous ne pouvez pas simplement dire qu'il est là parce qu'il est adoubé par l'Occident. Quel Occident? La France, l'Occident collectif, l'Europe. Les deux peut-être. Non, ça n'a pas de, non, c'est pas ça. C'est pas un problème d'adoubement. Quand on analyse la qualité d'adoubé d'un dirigeant, on le voit par la prégnance des intérêts qui dominent dans son pays. C'est pas une affaire de haïr quelqu'un ou de l'aimer. On voit dans un pays quels sont les intérêts qui dominent. À son arrivée au pouvoir, quel était l'état des intérêts dominants? Est-ce qu'au bout du temps qu'il a passé au pouvoir, ces intérêts dominants ont-ils régressé ou ont-ils progressé?
C'est comme ça qu'on analyse ces choses-là. Sinon, on verse dans le verbiage indécent qui aujourd'hui tient lieu de réflexion en matière de politique camerounaise, la démagogie, etc. Donc, de ce point de vue, admis par l'Occident, quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, est-ce que les intérêts, quand le président arrive au pouvoir, les intérêts occidentaux en général et français en particulier, ces intérêts-là, de 82 à aujourd'hui, ont-ils prospéré ou sont-ils en train de reculer? La réponse est évidente. Vous en peut-être que cette régression Non. que vous Est-ce que vous admettez que la réponse est évidente? Moi, j'aime raisonner. À l'observation manifeste, la régression est évidente. Simplement qu'il y a aussi une régression au niveau global des intérêts occidentaux, M. le Président Manakane, qui peut être corrélée à cette régression au niveau national, M. le Président Manakane. Bon, s'il y a un lien entre les deux, M. le Président. C'est un excellent raisonnement, mais qui est apparemment juste simplement. Donc, je vous retourne le jeu que vous avez fait. Brillant jeu, hein, à savoir que c'est une régression globale. Donc, comme l'Occident a régressé globalement, on peut donc supposer que le président n'a rien fait pour qu'il y ait régression. Dans ce cas, je voudrais vous dire que ouvrez vos yeux et regardez l'Afrique. La régression globale de l'Occident est-elle réelle dans chaque pays, plus spécifiquement en Afrique? Non. Voilà. En Côte d'Ivoire, c'est pas le cas. Si. Au Sénégal, ce n'est pas le cas. Au Bénin, ce n'est pas le cas. On peut citer au Togo, ce n'est pas le cas. On peut continuer à citer dans beaucoup de pays africains. Alors, donc, ce n'est pas un phénomène de mode qui ne demanderait pas une démarche particulière des dirigeants concernés allant dans le sens de faciliter la régression ou de faciliter la prospérité. Simple que ça. Donc, je vous dis, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur de l'antibiotisme primaire. Il ne faut pas avoir peur du bruit que font les ennemis du président. Nous sommes des acteurs politiques. Nous devons assumer nos positions et rester campés sur des positions fermes, des positions de vérité. Donc, je répète encore, les critères sont simples, ça se voit, c'est pas compliqué à voir. Est-ce que quand quelqu'un est adoubé, l'Occident ne vous adoube pas pour que vous faites régresser ses intérêts? Vous avez vu ça où? Est-ce que l'Occident adoube quelqu'un pour que ses intérêts régressent? Non. Quand l'Occident vous adoube, vous avez l'obligation de faire avancer leurs intérêts. C'est pas un débat. Sinon, ils vous éliminent et ils cessent de vous adouber. Effectivement. Bon, c'est pas le cas du Cameroun à tout point de vue. D'ailleurs, la dernière actualité, c'est le franc CFA. Par rapport à la sortie de la CEMAC, se passe de commentaires. Dans une déclaration, il n'y a rien de concret, M. le Président. Ben, avant, il n'y avait pas de déclaration. Là, c'est une déclaration forte, avec des perspectives claires et nettes. Vous voulez qu'à l'issue d'un sommet fasse... Vous avez un calendrier connu par rapport à la dynamique? Vous avez lu la déclaration? Vous avez déjà vu la CEMAC se prononcer de cette manière? Aussi clair sur la question? Je me souviens d'une fois où la CEMAC avait dit qu'elle avait mis sur pied une commission qui devait réfléchir profondément. Voilà. Donc, voilà. Donc, le président n'aura pas la commission, la question n'a pas été rendue. Non, c'est rendu. Lisez le communiqué de la CEMAC. Vous l'avez pas lu. Lisez-le. Vous avez le temps de le lire. Les choses sont claires. L'avenir de la zone en matière de la zone franque, Afrique centrale, est désormais connue. C'est clair. Sans calendrier. C'est une rupture. Non, c'est une rupture. Bon, il n'y a pas de calendrier précis en tant que tel. Mais le fait qu'on ait passé à ce niveau où la CEMAC se prononce clairement, alors qu'avant, elle était dans les études approfondies, comme vous le soulignez d'ailleurs très bien, est une différence majeure. Est-ce que le flou calendaire qui est entretenu par les dirigeants de la CEMAC ne joue pas le jeu des volontés de régression des candidats? Non, c'est au Cameroun, le candidat veut un nouveau mandat. Au Congo-Brazzaville, c'est délicat. Bon, je pense que si vous prenez au sérieux le bruit que font les anti-biaïstes au Cameroun, primaire, ben c'est votre problème. Vous pensez sérieusement que c'est avec ça qu'on affronte un candidat de la stature du président Biya? Vous aussi. N'ayez pas peur de leur singerie. N'ayez pas peur de leur bruit, de leur violence, qui est la manifestation pathétique de leur impuissance totale. On sait ce que c'est. On n'est plus à ce niveau au Cameroun. Le président Biya a une stature politique. Comme vous l'aimez ou pas, c'est un fait. Il n'a pas besoin de ce qu'auraient besoin de nouveaux candidats. Ou bien de jeunes chefs d'État, sans dénigrer personne. Hein. Il n'a pas besoin de ça. Il a une grande expérience. Comme on dit chez nous, il est assis. Le président est assis.
Analysez le président Biya, le candidat Biya, comme quelqu'un d'assis. Que vous l'aimez ou pas, sinon vous allez devenir fou. Il faut, la politique est rationnelle. Donc, qu'on l'aime ou pas, il faut l'analyser tel qu'il est. C'est un homme assis. C'est 43 ans au pouvoir. Il a des manettes, il a des leviers, il a de l'expérience, il a le savoir-faire, il a des réseaux dans le monde. Ce sont des faits. Est-ce que c'est parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on va nier que ce sont des faits? Ce sont des faits. Beaucoup d'autres n'ont pas ça. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas en lisant des feuilles de chou comme Jeune Afrique et consorts que vous allez avoir une information sérieuse quant à la dynamique du président Biya. Parce que quand vous regardez les autres élections passées, allez revisiter ces feuilles de chou. Qu'avait-il dit? Et on est où? Victoire du président Paul Biya chaque fois. Donc, il faut que, donc nous, Réélu, voilà. Donc, c'est-à-dire, le NMP et nos plateformes, nous devons indiquer un certain niveau. Il ne faut pas descendre en ça. Indépendamment du bruit que les gens peuvent faire, tout ça, il ne faut pas descendre en ça. Parce que, une fois de plus, observez nos plateformes. Vous n'avez pas observé que beaucoup de gens ont disparu? Tous les gens qui étaient tout le temps là, derrière nos émissions, ouais. Pourquoi ils ont disparu? Bah, c'est l'occasion de le dire, parce que c'est pas anodin. Nous, on le voit, même si on le dit, on sait. Ils constatent que ce qu'on leur avait dit est arrivé. Bon, pourquoi ils n'ont pas été en capacité de voir ce qui allait arriver? Parce qu'ils n'ont pas le niveau, ils ne donnent pas les moyens d'une véritable analyse. Il ne faut pas dire ça à ce niveau. Donc, il ne s'agit pas d'aimer le présent ou pas, il s'agit de constater, à partir d'un ensemble de critères objectifs, d'éléments objectifs, et à partir de là, voir ce qui est possible, ce qui peut arriver, ce qui ne peut pas arriver. Donc, le président a un rapport à l'Europe, à la Suisse, n'est-ce pas, que tout le monde connaît depuis 43 ans. Il n'a même varié. Il n'a pas varié parce que les gens braillaient. Et disons, président. C'est pas varié, je vous en prie. C'est pas varié. Vous m'avez coupé. Il est important de marquer dans la même lancée de votre analyse que le président Paul Biya s'est fait représenter lors du sommaire de la CEMAC et a privilégié un voyage privé en Europe. Est-ce que c'est pas une sonnette d'alarme? Est-ce que ça c'est pas important de s'arrêter, surtout dans cette période sensible qui est celle de l'élection présidentielle? Parce que notre rôle, c'est de fouiller, notre rôle, c'est de fouiller le fait geste du président pour paraître un opposant, pour paraître quelqu'un qui suit le président et peut dire ceci, il faut arrêter ça. Le président, vous venez de marquer le caractère déterminant, pour ne pas dire décisif, du sommet de CEMAC en rapport avec l'avenir du franc CFA. Quand le président décide plutôt d'aller faire un cours plutôt que à ce lieu précis. C'est le premier sommet important dont il était absent. Puisque la question du franc va être traitée. Est-ce que c'est le premier sommet important? Est-ce que c'est le premier sommet important dans lequel le président s'est absenté et pourtant apaisé dans l'évolution du sommet? Tout en étant absent. Il a président est absent, monsieur. Oui, il y a plusieurs exemples comme ça. C'est pas le premier sommet. Vous devez faire à quelqu'un qui n'est pas, qu'on a l'impression pas avec le bruit qu'on fait dans les médias. Qui est toujours absent, monsieur. Qui est toujours absent. Il n'est pas toujours absent, oui. Il n'est pas toujours absent. C'est pas représenté. Je voudrais vous rappeler que ce sommet-là, il les a longtemps fréquentés. Vous oubliez que c'est un homme qui a 43 ans au pouvoir. C'est la différence. Je vous dis, ne faites pas comme les autres. Quelqu'un, il a fait tous ces sommets-là, il les a refaits, il les a fait, il a organisé. Le président a un âge qu'on doit respecter. Il ne bouge pas n'importe comment. Laissez aux apprentis sorciers l'indécence de ne pas reconnaître le respect dû à l'âge de quelqu'un, le statut de patriarche que le président atteint. C'est pas donné, c'est pas qui veut. Et en Afrique, on respecte le patriarche. Et ce n'est pas n'importe quel patriarche. Des gens qui, quand ils sont pas dans leur folie de soi-disant opposants débutants, d'apprentis opposants, vous rappelez tous les jours qu'ils sont africains, il y a des valeurs africaines, des traditions africaines, quand il s'agit de leur papa à eux, du chef de leur village, etc. Ils sont intransigeants, c'est très chaud. Mais quand on entre en politique, et que ils sont à court d'arguments, ils manquent d'élévation, ils sont plus bas que terre, ils oublient les valeurs essentielles de l'Afrique. On peut aimer le président Biya ou pas, ce n'est pas un patriarche. Quand le président, c'est un patriarche. C'est un patriarche. De fait. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on se comporte envers un patriarche? Le respect au minimum. C'est moins de choses. Donc, le président, au regard de son âge, ses déplacements sont modulés. C'est normal que les déplacements soient modulés. Du haut de sa stature. Le président n'est plus à un niveau sous-régional. Le président Biya, c'est un monument mondial. Ah bon, on n'a pas besoin d'être député pour dire ça. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ne savent même pas dire ça. Mais il faut le dire, c'est la vérité. C'est un monument mondial.
Le président Biya est aujourd'hui le vétéran de la diplomatie mondiale. Monsieur le Président, un Non, monument attendez. pour son âge, pour ses Non, je dis, exercitions, Monsieur le Président. âge et parcours. C'est un monument de la diplomatie mondiale. C'est noté, Monsieur. C'est un fait. C'est un fait. Ben écoutez, si vous avez un sujet, si vous voulez faire une recherche en matière en diplomatie internationale, parlons sur cette des choses. Bon. Et que vous savez très bien que le personnage présidentiel camerounais peut vous éclairer énormément. Alors vous allez laisser passer l'occasion d'exploiter ce qu'il représente parce que vous ne l'aimez pas. Du tout. Vous allez effacer ça. Vous êtes bête. Donc, ce que je dis là, c'est purement objectif. C'est un fait. C'est-à-dire que, je dis c'est le vétéran. Il est l'intermédiaire entre la vieille génération et la nouvelle génération. Il est au carrefour de 2 siècles qui sont en train de se succéder. Et il a parcouru ça au sommet. Bon, si vous ne connaissez pas exploiter un patrimoine, ben, laissez-moi le faire. Et pour ça, assurez-vous, on se connaît dans le plateforme. Je ne suis pas impressionné par les gros yeux, gros pour rien, qui ressemblent les gros yeux du bois, rassasiés et vulnérables, qui effraient les naïfs. Donc le président va où il veut. Quand il veut, comme il veut. Comme il veut. Ça ne veut pas dire qu'il méprise l'importance des sommets. Oui, ça ne veut pas dire que les dossiers ne sont pas suivis. La preuve. Pendant que vous racontez toutes ces histoires, pourquoi les pères continuent à lui faire confiance en lui confiant des dossiers les plus importants de la sous-région? Pourquoi? Bon, si vous connaissez parce que c'est un patriarche, les choses de taille, ils savent ce que c'est. Je présente sur la question que je souhaitais, si vous permettez. Alors donc, j'ai évoqué la question en vous disant que ça, ce sont des... bon, vous êtes le porte-parole, le porte-voix des internautes. C'est bien. Qui sont curieux. C'est très bien, mais notre rôle aussi, c'est de les élever. C'est d'élever le débat. Voilà, c'est de les mettre là-haut, le débat là où il doit être. Le fait d'être en campagne et de se permettre d'aller à l'étranger, en cours, le fait d'être en campagne n'empêche pas qu'il demeure le président. Effectivement, son mandat court. Et de ce fait, très bien, le mandat court, et de ce fait, en tant que président, il y a des priorités nationales qu'il est le seul à maîtriser. De par le niveau d'information qu'il gère. Vous n'avez aucune preuve. Quelle preuve avez-vous? Avez-vous que ce voyage n'a rien à voir avec les intérêts supérieurs de notre pays? Quelle preuve vous avez? En tout cas, la discrétion qui le caractérise. Bon, très bien. Ne sera jamais donc, de ce point de vue, il peut très bien assumer il a l'obligation de continuer à assumer le rôle de président, chef de l'État, et le rôle de candidat. Maintenant, et c'est pas qu'il veut, c'est qu'il peut. S'il se permet ça, c'est parce qu'il sait qu'il a en capacité de se le permettre et que ça n'aurait pas une incidence sur sa campagne. Sur sa réélection probable. Monsieur le Président, nous allons évoluer dans ce programme et nous avons une deuxième actualité qui nous tient à cœur. Il s'agit effectivement d'une situation politique dans votre pays, le Cameroun, qui est pour le moins inédite. En fait, Monsieur le Président Mandakani, le président du FSNC, M. Satiruma Bakari, désormais candidat à l'élection par le 12 octobre, a été désigné, vous le savez tous, et cela a surpris beaucoup de personnes, comme étant le candidat consensuel de l'opposition camerounaise pour l'élection du 12 octobre. Il a notamment été porté par le groupe de Douala, qui a pour leader les figures qu'on a vues lors de cette cérémonie, le président Nissé Kane et le président du Kamchamani. Cette désignation a effectivement créé au sein de l'opposition beaucoup d'objections. Beaucoup de candidats validés ont objecté de ce que ce profil ne correspondait pas à ce qu'on voulait présenter, à savoir le candidat consensuel de l'opposition. Toutefois, cela a aussi provoqué des ralliements. Et c'est à ce niveau-là que nous voulons interroger M. le Président Mandakani, parce qu'il se trouve que certains soutiens du candidat recalé Maurice Kamto ont désormais pris fait et cause pour le candidat Saturma Bakari. Il s'agit notamment des universitaires. Je voudrais citer le professeur Calvin Abaoyono, qui est célèbre pour avoir, lors du meeting de Paris, déclaré qu'il ne pensait pas à travers sa pensée pour se démarquer des autres intellectuels qui, n'est-ce pas, et avait pris fait et cause pour le candidat Paul Biya. Et le professeur Maurice Timjoin, qui est aussi célèbre pour avoir notamment démontré dans le cadre des débats intellectuels que la nullité du mandat impératif, que dans le contexte camerounais, pouvait permettre au candidat Kamto d'être candidat, même si, effectivement, il n'a pas choisi cette option-là. Et aussi celle qui se fait appeler la défense des droits de l'homme, Maître Alice Com, qui sont désormais des soutiens affichés et assumés du candidat Issa Tchouamba Bakari. Monsieur le Président Mandakani, qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer que ce secteur politique, ex-soutien du professeur Maurice Kamto, décide désormais de soutenir le candidat Issa Tchouamba Bakari? Est-ce un choix par dépit ou un choix de raison? D'abord, il faut rétablir la vérité. Cette fois-ci,
on ne sera pas plus royaliste que les rois eux-mêmes. Eux-mêmes vous ont dit que c'était par dépit. Ce sont les promoteurs même de l'Union pour le changement qui vous disent dans quelles conditions M. Chiroma est devenu leur candidat, soi-disant consensuel. Il est le seul à avoir signé. Ça veut dire quoi? Que ça n'a pas intéressé d'autres candidats. Donc, il faut rétablir la vérité. Les autres candidats. Non, je vous dis ce que je dis là. C'est ce que je dis là. C'est ce qu'eux-mêmes disent. Hein. Je reprends leurs propres propos. Vous savez que dernièrement, quand le week-end encore, j'étais sur le plateau avec le représentant. Il a répété. Donc, ne soyez pas plus réaliste que le roi lui-même. Eux-mêmes disent que, donc, c'est par dépit. Que bon, si Chiroma a été le seul à avoir signé, ça veut dire que d'autres candidats considèrent que cette plateforme ne leur apporte rien, n'ont pas besoin de signer. Donc ça, c'est la vérité. Deuxièmement, Chiroma et le candidat n'ont pas dépit. c'est ce que le fait, c'est évident. On tire simplement de conséquences. Voilà. Si vous écrivez à 11 candidats et qu'un seul vient vers vous, ça veut dire que les 10 autres ne sont pas intéressés par votre offre. C'est simple que ça. Très bien. Voilà. Donc, c'est important de rappeler ça. Deuxièmement, le concept de candidat consensuel n'est qu'une désignation décidée par le groupe en question, qui a dit que bon, nous allons appeler notre candidat consensuel. Parce que eux, ils considèrent a priori que le démarche est consensuelle. Je dis bien a priori. A priori, non, a posteriori. Non, a priori. Que leur démarche a... Puisque dès le départ, ils ont appelé, ils ont dit que c'était pour investir un candidat consensuel. Donc, certains a priori. C'est eux qui ont décidé ça. Maintenant, les faits démontrent que les autres candidats considèrent qu'ils ne sont pas concernés par ça. Donc, le concept de candidat consensuel, à défaut d'être un pis-aller, est une simple désignation d'une démarche propre à un groupe. Ça, c'est clair. J'ai noté, monsieur. Je fais une analyse vraiment claire et simple de la situation. Bon, maintenant, tous les effets qui viennent après, c'est autre chose. C'est pour ça que d'autres candidats ne sont pas reconnus dans la démarche. Donc, on a un candidat consensuel qui ne fait pas le consensus. Je répète, on a un candidat consensuel qui ne fait pas le consensus. Un candidat déclaré consensuel qui ne fait pas le consensus. C'est simple que ça. C'est un fait. Nous, on tire simplement les conséquences. Donc, c'est d'abord important de rappeler ça. Alors maintenant, on peut analyser les significations de tout ça. Tout ça, ça sert à quoi? De rappeler que ça fait des années que je vous dis qu'il y a des oppositions au Cameroun. Alors que des gens veulent schématiser avec légèreté et méchanceté, vouloir réduire le clivage fondamental au Cameroun à l'anti-biaisme primaire, au biaisme primaire, c'est leur problème. On voit bien les limites. Voilà les limites. On y est. Ça fait des années, des mois que je parle de ça ici. Alors il y a le réel, il y a la démarche des uns et des autres. Mais le réel gagne toujours. Le réel s'impose toujours. Et le réel, il est là. Vous êtes en face de plusieurs oppositions au Cameroun. C'est un fait. C'est un fait. Bon. Comme je dis toujours, est-ce un crime de voir avant et de dire ces choses-là? Est-ce un crime? Non, pas un crime. Mais on n'a pas de la peine. Oui, bon, voilà, c'est ça. Donc, il y a ça. Donc, au-delà des autres significations, je pense que c'est la signification fondamentale. Est-ce qu'on doit attendre à quelques mois de l'élection pour traiter des évidences qu'on aurait pu traiter il y a 2 ans et gagner du temps? 7 ans même, puisque le mandat... Vous voulez 7 ans? Oui, je veux être gentil même. Je veux dire que pendant 5 ans, les gens ont pris le temps de réfléchir, chercher encore leur bac. Mais au moins 2 ans. Parce qu'une élection présidentielle, c'est au moins 2 ans. Je dis au moins. C'est à longtemps, mais c'est au moins 2 ans. C'est-à-dire, si vous êtes, à partir de 2 ans, vous êtes déjà très en retard. Vous êtes en retard. Mais qu'est-ce qu'on observe là? On est à un niveau où les gens continuent à croire qu'en moins de 2 jours, le miracle est possible. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, nous, on savait que depuis, c'est pas possible. Qu'il y a des oppositions au Cameroun. Alors, ce n'est pas simplement un jeu, mon cher monsieur. Quand on le dit, c'est pas simplement une posture idéologique, c'est pas simplement une démarche visant à justifier notre fait à nous. Non, c'est profond. Sinon, comment pouvez-vous expliquer que dans un pays comme le Cameroun, des gens font 40 ans au gouvernement, d'autres font 20, et quand ils démissionnent, ils deviennent les leaders de l'opposition?
C'est vrai que c'est une contradiction grave, Monsieur le Président. Non, On a l'impression que l'opposant devient opposant par ses déclarations et non par ses actions. je ne veux même pas avoir un point de vue, comment on va appeler ça, un point de vue personnel, un jugement de valeur à titre personnel sur la question. Mais le constat objectif, il est là. Il est là. Ça veut dire qu'au Cameroun, quand on parle d'opposition, ça ne tient pas dans les formules lapidaires, dans les camisoles de force, dans des ghettos idéologiques dans lesquels on enferme la réalité, etc. C'est complexe, c'est très complexe. Sinon, on ne pourrait pas appeler M. Beloba aujourd'hui opposant. En rapport même avec la dynamique de l'antibiaïsme primaire, dans laquelle beaucoup excellent. Rien que ça vous démontre que il est dangereux de vouloir simplifier des réalités complexes. C'est encore plus dangereux quand on est en phase dans une élection présidentielle. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On voit très bien qu'on bricole. On bricole. Et on pense qu'en bricolant, on peut construire quelque chose de fort. C'est pas possible. Donc, je suis désolé. On voit très bien que cette démarche visant à présenter Tchilombo comme un candidat consensuel, ça a tout l'air d'un bricolage. Et les Camerounais, pour la plupart, sont très sceptiques quant à sa capacité à incarner l'opposition. Je ne veux même pas, je voulais qu'on parle de l'homme, on parlera de lui tout à l'heure. Je ne veux même pas parler de lui. Restons encore, et c'est vous qui dirigez le débat, hein. Essayons d'être le plus objectif possible. Vous voyez très bien que, à partir de ce que je viens de faire comme analyse, les choses sont claires. Les choses sont claires. Il y a le caractère le plus effrayant. Mais c'est que ce soit le cas de Beloba Maïgari, de M. Tchiroma, ils sont accueillis en héros. Non seulement par des gens qui, pendant 40 ans, étaient des opposants. Étaient des opposants depuis longtemps. Étaient opposants comment? C'est-à-dire que être opposant pour eux, dans leur comportement, c'était que le régime Biya, c'est le mal absolu. Et le président Biya, il personnalise le mal absolu, l'échec total. Il y a une question qu'on ne peut pas évacuer. Comment expliquer le fait que, si le président Biya et le régime personnifient l'échec, le mal, l'inqualifiable en politique, comment des collaborateurs du président peuvent devenir des héros de l'opposition, d'une certaine opposition, animés par des personnes qui sont opposantes depuis des années. Des années. Et surtout que cette figure-là a démissionné pendant même la... Et de ce fait, parce qu'ils sont depuis les années opposants, de ce fait, sont en capacité de dire que nous sommes en mesure d'incarner le changement dans ce pays. Mais eux-mêmes disent qu'ils ne peuvent pas incarner le changement. Je voulais dire que parmi eux, il y a des gens qui avaient la possibilité d'être candidats. Donc, ils ont désisté à la candidature pour aller visiter M. Tchiroma. Vous ne mesurez pas. Mais c'est sérieux, c'est profond. C'est profond, c'est sérieux. Donc, ça traduit, je dis, l'impasse dans laquelle se trouve l'antibiaïsme primaire. C'est une impasse gravissime. Gravissime. Faire de Tchiroma et de M. Beloba Maïgari les héros. Et maintenant, les incarnations du changement, oh là là, misère de l'antibiaïsme primaire. Et c'est un crime pour le président Maïgari d'avoir alerté depuis très longtemps sur le risque qu'il y avait à s'enfermer dans ce type de démarche. Il y a ça. Maintenant, pour revenir au ralliement. Soutien que le président Tchiroma. Je n'ai pas pris vos questions, mais je vous prie de prendre un par un. Revenez un par personne, je vais pouvoir répondre. Ce président, on a d'abord les deux universitaires de renom, le professeur Abba Uno. Non, mais attendez, ils sont soutiens, attendez. Alors, on va aller pas à pas. Vous parlez en tant qu'universitaire de renom, ou en tant que des politiciens qui soutiennent des candidatures. Je parle des professeurs. Parce qu'il faut clarifier. Non, il faut clarifier. Les deux ne sont pas des hommes politiques, ce sont des universitaires. Non, ils sont des hommes politiques. Ils sont des hommes politiques. Là, c'est une démarche politique, claire et nette. C'est une démarche politique claire et nette. Mais je peux vous démontrer ça en quelques secondes, si vous permettez. Allez-y, monsieur le président. Moi, j'aime parler en démontrant. Allez-y, monsieur le président. Alors, si on reste sur le domaine universitaire, c'est-à-dire de leurs compétences respectives, il me semble que ce soit M. Calvin Oyono. C'est ça, non? Ce Jean Calvin Abba Oyono. Abba Oyono, que ce soit M. Moïse Timchouin. M. Timchouin. Ils ont été au premier plan du débat sur la nullité du mandat impératif. Il le faisait pour le compte de qui?
pour démontrer que la candidature de Kamto, investie par le MRC, était possible. Voilà, je vais répéter, avec emphase. Il le faisait pour le compte de M. Kamto. Alors, et qu'a fait M. Kamto après? Il a choisi de se faire investir par le Manidem. Très bien. M. Kamto a démontré que ceux qui disaient le contraire, ceux qui s'opposaient aux arguments de M. Abayono et compagnie, mais M. Kamto les a rejoints. Par sa décision. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que c'est, vous appelez l'université de renom? Oui. Est-ce qu'ils sont des garçons de cause de M. Kamto, ou ils sont encore des universitaires? Parce qu'il y a quand même une réputation qui est en jeu. Si. Il défendait quoi? Le principe? C'était pas le principe. Il soutenait, il le faisait ouvertement pour un candidat. M. Abayono, allait même très loin, il était à Paris. Meeting de Paris, oui. Là où on nous a dit qu'on ne fait pas le droit du quartier. Effectivement. Vous vous rappelez? Il a dit qu'il a refusé de penser. Bon. Pas sa pense. Alors, son cas est plus grave parce que là, ça ne vient pas de la pense. C'est même moins que la pense. C'est moins que la pense. Parce que là, on a l'impression, en tout cas, tout le monde montre que, on a l'impression qu'ils sont des garçons de course de M. Kamto. Vous ne pouvez pas avoir entretenu des jeunes, parce qu'au-delà de la dimension politicienne, je pense qu'il y a un rôle pédagogique. Les débats ont une fonction pédagogique. Surtout quand les débats mobilisent des universitaires reconnus dans leur domaine. Monsieur Tim Chuan et Monsieur Abayono sont reconnus dans leur domaine comme étant des professeurs, des universitaires de haut niveau. Donc, quand ils parlent sur des sujets, on les écoute avec l'attitude d'étudiants. Ce sont des professeurs qui parlent. Mais qu'est-ce qu'on a observé? Toute leur science a été mise au service d'un candidat, et le candidat, à la dernière minute, en pape, exerçant sa papauté juridique, n'est-ce pas, a fait mieux de dire que, bon, ok, tout ça, c'était du pipeau. Le vrai mandat, je vais le chercher au Manidem. Alors, quand vous dites que on a fait l'université de renom, moi, je pose la question que moi, je préfère, par respect pour eux, les appeler hommes politiques. C'est mieux pour eux. Parce que s'il faut rester dans le registre universitaire et académique, moi, je pense que c'est très bien ce qui se passe. On a fait des garçons de course de M. Kamto. Notez, M. le Président. Il peut s'en servir, jeter. Mais il aime que le fisc, on les jette. On veut les jeter, ils sont même à genoux que pardon, on ne les jette pas. Donc, on est là dans un autre rapport, qui n'a rien à voir avec la rationalité qui est censée présider au comportement de ces éminences universitaires. Il y a là une autre chose qui devait relever de la psychiatrie, d'autres registres que ce que vous convoquez. Donc, de ce point de vue, c'est important de dire à qui on a affaire. De ce point de vue, donc, je me répète à dessein, si on a affaire à des hommes politiques, c'est un non-événement. Leur soutien aura le même effet que le soutien qu'ils ont apporté à M. Kamto. Et quand la décision a été prise, on a vu ce que pèse tout ça. Monsieur le Président. On a vu ce que pèse tout ça. C'est-à-dire que, vous savez, mon cher Nguesse, on vous jugera selon la manière avec laquelle vous jugez les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous positionnez dans une bataille politique comme étant, c'est-à-dire la référence absolue 1, 2, vous posez des lignes rouges à ne pas franchir. En disant que si on fait comme ça, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est là où le débat a été placé, non? Vous vous rappelez? Si. Monsieur Kamto devait automatiquement être candidat, sinon le Cameroun allait brûler. Ça a été dit, ça a été redit, on a ligne rouge. Ceux qui resteront feront ce qu'ils feront. Bon, ceux qui étaient en face de, comme nous, disions que ça ne passera pas, c'est pas sérieux. On était plus au niveau des arguments. On était au niveau d'un rapport de force. Défiance, en fait. Défiance, c'était plus les arguments. Donc, de ce point de vue, nous, on savait que bon, vraiment, si le Cameroun fait l'erreur d'invalider la candidature du pape, le Cameroun devait s'arrêter. Le Cameroun s'est pas arrêté. Non, vous êtes gentil. Il n'a jamais été aussi paisible que ce jour-là. Ça ne fait pas réfléchir, ça. Vous continuez à donner de la considération à des personnes qui ne peuvent même pas s'asseoir, faire le bilan d'un échec.
Ils transforment l'échec en victoire, c'est-à-dire la fuite en avant. Donc, vous voulez dire que dans leur débat, dans leur discours, c'est la surenchère politicienne gratuite, Monsieur le Président? Mais c'est moi qui dis. Je te montre, que c'est moi. Mais est-ce que nous, c'est là? Nous ne sommes pas le, comment on dit dans on dit ça au quartier, moins cher. Nous, on est le moins cher, non? Oui, beaucoup de... Comme on dit au quartier. Voilà, très bien. Donc, moi, je suis resté comme ça, la position. Je leur ai dit longtemps avant. Et je pense que on va être obligé d'arriver là. Peut-être qu'il va falloir maintenant fouiller cette émission et repasser ça. Non, je vais être obligé d'arriver là. Longtemps avant, je leur ai dit ce qui devait leur arriver. Voilà pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, où sont passés ces gens qui étaient dans l'eau commentaires matin, midi, soir. Ils doivent être des hommes d'honneur. Faut pas faire, c'est pas ce qu'on fait entre potes. Est-ce qu'on fait ça? Pourquoi vous disparaissez une fois? Revenez, qu'on discute. Président Bazakani, l'opposition est en train de s'affiner. Est-ce que l'espoir de cette personne non, je vous en prie. Laissons dans ce débat, il est important. On va revenir. Je vais comment je fais aucune de vos questions. Je vous rassure. Donc, je suis en train de dire que nos plateformes ont été harcelées ici matin, midi soir. Vous savez ce qui s'est passé, je vous apprends rien. Et moi, j'ai demandé de censurer aucun d'eux. Laissez-les. Et des gens ont pris des rendez-vous avec nous, vous avez oublié? Tu vas voir après, bientôt. Bientôt, nous, on prend le pouvoir. Bientôt, tu vas voir. Mais, écoutez, quelle que soit la hauteur qu'on va prendre, on n'oublie pas des choses comme ça. Certains ont promis l'exil, hein. Pas une fois, pas deux, pas trois fois. Vous aurez forcé à l'exil. C'est bien, les documents sont là. J'ai toutes les questions. J'ai les questions ici. J'ai demandé de censurer aucun d'eux. Et je leur ai dit, voilà ce qui va vous arriver. Je l'ai dit au moins 6 mois avant. Parce que je sais qu'ils ne pèsent rien. Est-ce qu'ils sont déjà au bout de l'échec, président Bazakani? Je dis qu'ils ne pèsent rien. Il y a encore de l'espoir quand même pour ceux Puisque si c'était des gens rationnels, Madame Nyangere, on ne vous accrochez votre sac là où vous le décrocher. C'est un homme intelligent. C'est clair. Si quelqu'un accroche son sac, là, il peut pas décrocher, on dit qu'il est quoi? L'animal est plus intelligent que lui. Parce que les animaux sont très prudents. Des gens nous ont dit que non, ils vont accrocher leur sac à la lune, parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Nous, on leur a dit non, n'allez pas à la lune. Restez sur la terre. Ils ont dit qu'ils sont très forts. Ils ont défié l'État. Ils ont défié tout le Cameroun. C'est connu. Donc, moi qui suis assis ici, je m'attendais que, au cas où ça arriverait, nous, on allait commencer à réfléchir, à fuir, à prendre la route de l'exil. Parce qu'une telle démonstration de puissance, a priori, ne peut pas déboucher sur une autre démonstration d'impuissance a posteriori. On veut bien vous écouter, mais ce que vous dites. Démonstration de puissance a priori, avant l'événement. Et quand l'événement arrive, démonstration d'impuissance a posteriori, après l'événement. Et au lieu de s'asseoir, se respecter soi-même, faire preuve d'un minimum d'honnêteté, fuite en avant. En fait, ils ont gagné. Invalidation de la candidature de M. Kanto égale validation de sa candidature. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Bon, vous croyez qu'avec les gens comme ça, on est encore dans l'univers du rationnel? En tout cas, je pense qu'on s'en est éloigné. Mais moi, je demande les choses terre à terre. On n'est plus dans l'univers du rationnel. On est dans l'univers par excellence de l'irrationalité absolue. Je dis absolue. On y est. De ce point de vue, Monsieur Aboyono, Monsieur Chimchouin, et la fameuse maman, étant dans la mouvance, ils sont dans quel registre? Nous sommes dans la continuation de l'irrationalité absolue. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, leur soutien à M. Chiroma était non-événement. Ce qu'ils n'ont pas été en mesure pour faire pour eux-mêmes. Voyez-vous qu'ils vont le faire pour M. Chiroma? En tout cas. Oh, monsieur, quelqu'un dit qu'il est faiseur de roi. Ou bien on l'appelle comme tel, parce que lui, il a une manie très free. C'est-à-dire, il a une manie particulière, c'est monsieur Kanto. Il n'est jamais responsable de ce qui est fort autour de lui. Vraiment, ça dit que, il se ment lui-même, il croit qu'il est plus intelligent que les autres. Donc, tous ces trois que vous avez cités là, étant donc dans cette dynamique, ayant été derrière M. Kanto, et nous ayons promis tout ce qu'on devait voir,
Nous avons vu ce qu'on a vu, à savoir l'impuissance la plus absolue, la lâcheté la plus absolue, l'insignifiance la plus absolue. Maintenant, ces gens-là, donc, n'ayant aucune honte, basculent vers M. Chiroma. Bon, est-ce qu'il faut être un génie? Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ce qu'ils n'ont pas été à mesure de faire pour eux-mêmes, ils ne pourront pas le faire pour M. Chiroma. On est en face d'un pis-aller politique, des gens qui estiment que, bon, ok, ça continuons à nous agiter, parce que, bon, si on ne fait pas ça, on va faire quoi d'autre? Bon, nous ne sommes pas assez méchants pour lui demander de se suicider. Donc, à partir du moment où on ne peut pas lui demander de se suicider, nous comprenons que la fuite en avant continue. Alors, le faiseur de roi. Moi, c'est quand même extraordinaire. Toi, tu as la possibilité d'être roi. Toi. Tu saccages toi-même la possibilité que la nature t'a donnée pour être roi. Tu détruis toi-même. Et après, tu vas être faiseur de roi. Mais vous savez, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Est-ce qu'un faiseur de roi ne peut pas être plus puissant que le roi lui-même? Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Puisque la personne en question, vous voulez être roi. Le problème, c'est quoi? C'est que vouloir être roi est une chose. Avoir l'intelligence de baliser le chemin pour être roi, c'est autre chose. Manifestement, il n'a pas cette intelligence. Puisque lui-même a créé les conditions de son échec. Comment quelqu'un peut créer les conditions de son échec et être en capacité d'aller créer les conditions de la victoire d'un autre? Vous raisonnez comment? Comment quelqu'un, quand il s'agit de lui, monsieur, lui crée les conditions de son échec personnel? Maintenant, il va aller créer les conditions de succès d'un autre. Et dans cette démarche de fou, il est accompagné par qui? Par vos excellents agrégés et la maman éternelle, la mère des mères. On a vu ce qu'ils valent. Maintenant, ils transportent ça, ils vont chez Chiroma. Chiroma est déjà maudit. C'est une malédiction qu'on transfère. Non, il aurait dû c'est le transfèrement d'une malédiction. Donc, M. Chiroma est porteur d'une double malédiction. La première, c'est sa déloyauté et son sens de l'ingratitude le plus élevé. Parce que si vous êtes dans une situation de déchéance et de misère, vous pleurez, quelqu'un vous sort de la misère, soyez reconnaissant. Vous savez pourquoi je parle comme ça? Pourquoi, président? Loin de moi de manquer de respect au candidat du consensus. Non, le candidat consensuel. Loin de moi de manquer de respect. Je tire les conséquences de ses propres dires. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Puis je fais sa démission. Que le président était inaccessible. Deuxièmement, continuez. Bon. Que le président avait perdu goût de gouvernement. Merci, madame Djengele. On lui a demandé plusieurs fois la question. C'est pas une fois. On lui a posé la question plusieurs. Il était constant dans les arguments que l'on a mené à démissionner. Vous avez entendu où il y avait un désaccord politique entre les deux femmes. À aucun moment on peut l'affirmer, président. Est-ce que c'est nous qui le disons? Pas du tout. C'est lui qui le dit. Les gens n'aiment pas ce qu'on fait là, la vérité. Les gens n'aiment pas. Je sais que les gens n'aiment pas ça, mais ils vont nous trouver sur leur chemin. On leur dit la vérité. Et nous croyons à la puissance de la parole. La parole. Parce qu'il s'agit du Cameroun, que les gens jouent avec le Cameroun. Monsieur Chiroma, le seul problème qu'il avait le président Biya, c'est qu'à un moment donné, il s'est dit que le président Biya était dégoûté du pouvoir. Ça veut tout dire. Deuxièmement, il ne le voyait pas. Tu as ajouté une troisième raison, c'était quoi? Et que le Cameroun était gouverné désormais par procuration. Où est-ce que vous avez vu le désaccord politique de fond? Rien. Ça veut dire quoi? Si le président Biya reprend gros pouvoir, Chiroma est content. S'il reçoit Chiroma physiquement, Chiroma va danser. Et s'il... C'est gouverné par procuration. C'est tout. Mais on réussit quand même à faire de lui le candidat consensuel. Bon, j'ai compris, pas dépit. Ok, je comprends. Mais avec ça, voilà le leader de l'opposition camerounaise. Le Cameroun, monsieur. On parle du Cameroun. Quelqu'un qui vous dit que le seul problème qu'avait Biya, c'est que Biya a mis en danger sa nourriture, c'est tout. Il ne voudrait pas présenter la simple démarche digne d'un ministre qu'il aurait engagé et que le président aurait arrêté. Et qui aurait conduit à une démission comme celle de M. Gagaman à son temps. Par exemple. Par exemple, à son temps. Il ne vous a pas dit ça.
quelqu'un, ministre, lui-même dit que je n'ai rien fait. Lui-même s'attribue sa note. C'est-à-dire que c'est pas qu'on le note. Lui-même, on le note, lui-même se donne une note. Il dit que sa note c'est 0. C'est lui qui dit que sa note c'est 0. Lui-même dit ça. Il vous dit que ma note est 0. C'est-à-dire que je suis un incompétent. C'est-à-dire que je n'ai rien fait de bon qui a été au gouvernement. Bon, tu fais donc pas là-bas. C'est par exemple l'exemple de ça. Il a expliqué. Donc, j'étais sur la question, si vous permettez. Il a expliqué que là-bas, il avait un seul problème. Il fallait que Bialo rassure quant à l'amour du pouvoir, qui continuait la flamme du pouvoir, qui devait manifester. Deuxièmement, il fallait que M. Bialo reçoive. Troisièmement, qu'il cesse d'envoyer un gongo, les embêter. Notez, Monsieur le Président, sur la question. Donc, M. Nguessel, Monsieur le Président. les 3 noms que vous avez cités là sont des personnes intelligentes, non? A priori. Je présume. Bon, considérons qu'elles sont intelligentes. Soit elles vont continuer à faire avec Turoma, c'est qu'elles ont fait avec Kanto, le noyer en connaissance de cause. Là, c'est notre niveau de l'analyse. Hein. Le noyer en conséquence de cause, pour le compte de qui? Je ne réponds pas. Bien, Monsieur le Président, nous allons continuer à évoluer dans le cadre du décryptage de l'actualité africaine. Dans cet instant, nous allons faire un arrêt en RDC, un pays que vous charissez. Et ce qui nous retient, c'est la démission le 22 septembre du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Monsieur Vital Kamerhe, qui a déposé sa démission devant la conférence des présidents. Et dans ses propos, il indiquait une réjouissance à voir d'autres personnes qui ont rallié le mouvement de la réforme de l'État du Congo autour du président Félix Tshisekedi, est considéré comme l'une des plus vieilles figures de la scène politique congolaise. On se demande quelles sont les conséquences, quelles peuvent être les conséquences de sa démission. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution, et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce que il en sera autrement. Mais c'est pas à moi, en tout cas, de le dire à ce stade. Merci beaucoup. Ouais, il n'est pas sa première démission. Hein. Si vous voulez comparer les conséquences de sa première démission sous Kabila, Congo ne s'était pas arrêté. Après, il est allé en prison. Le pays ne s'est pas arrêté. Certes, après, il a été acquitté. On peut le qualifier de démissionnaire, de repreneur? Non, je veux simplement... Vous savez, notre rôle devant les événements, c'est de toujours avoir un certain recul et de ne pas amplifier là où ce n'est pas nécessaire. D'accord. Il faut restituer les gens
dans ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. M. Kaboré, c'est une grande figure de la politique congolaise, RDC parlant. C'est évident. Mais il est une grande figure pour lui-même, ou il est une grande figure en capacité de paralyser le pays ou de le freiner parce qu'il est dans telle situation. Je pense que la réponse coule d'elle-même. La réponse coule d'elle-même. Non, ce que je veux démontrer, c'est quoi? Je comprends. Vous voulez à tout prix qu'ils disent que le Congo va s'arrêter parce qu'il a démissionné. Non, ça va pas s'arrêter. Il a d'ailleurs si bien compris qu'il joue à l'homme qui a pris de la hauteur, tout ça, etc. Il joue, il se dresse, il se drape dans le costume. Le vrai débat, c'est pourquoi on le pétitionne pour qu'il démissionne. Voilà le vrai débat. Bien sûr, puisque la pétition est venue bien très bien, signée par 262 députés. C'est beaucoup, hein? Énorme. Ah, pourquoi subitement tous les députés pratiquement de son parti, c'est pas députés de l'Assemblée nationale, décident subitement que bon, on voulons plus voir la tête de ce monsieur. Pourquoi? Mais il y a des raisons comme, voilà, gestion opaque de l'Assemblée, etc., des choses comme ça qu'on met en avant. Mais nous savons très bien que ça, c'est pas ça leur vraie raison. De mon point de vue, c'est très simple. Moi, je n'ai pas langue de bois. On a eu l'impression d'avoir un Rwandais à la tête de l'Assemblée nationale qui défendait le Rwanda, qu'on avait besoin qu'il défende son pays, la RDC. Monsieur le Président, vous semblez ignorer que... Moi, je ne peux pas faire langue de bois. C'est un allié du président Tshisekedi, monsieur le Président. Le président Tshisekedi l'a dit clairement et publiquement depuis son séjour américain, que Vital Kamerhe est son frère, son allié. Dans ce cas, il devrait donc défendre son allié, non? Il est quand même président aussi. Allons dans ce jeu. Le président n'est pas aussi, c'est vrai qu'il faut respecter la séparation de pouvoir, mais le président n'est pas aussi démuni dans une telle circonstance qui est le patron de cette alliance, c'est M. Tshisekedi. Au dehors du fait qu'il soit président de la République, mais il est le président. L'alliance, c'est lui le chef. Bien sûr. À partir de cette position, il n'est pas démuni pour influencer d'une manière ou d'une autre les députés. Moi, je ne voulais pas entrer dans ce jeu. Mais quand vous reprenez ce qu'il a dit, moi, je vous dis, ben, c'est pas moi qu'on vend ce type d'œuf. Nous sommes en train de réfléchir. Effectivement. Le président, certes, en tant que président, doit respecter la séparation de pouvoir. Mais il est le président politique de cette grande alliance. Je sais encore bien le nom, là. C'est quoi, c'est l'Union Sacrée, je crois. C'est l'Union Sacrée, non? L'Union Sacrée président. Vérifiez, on apprend tous les jours, vérifiez. Il s'agit de l'alliance l'Union Sacrée. Voilà, donc je ne suis pas trompé. Donc le président, le chef de s'appelle le président Tshisekedi. Donc, de ce point de vue, Bato me dit que le président était totalement démuni face à l'action des députés issus des rangs de son parti et de l'alliance que lui il préside. Je ne le crois pas. Ça ne veut pas dire que je pense que c'est lui qui est derrière, mais je réponds simplement. Il a dit qu'il n'est pas derrière. Voilà, non, je réponds simplement à ce que vous avez dit, pour dire que non, le débat n'est pas à ce niveau. Moi, je pense que la dynamique aujourd'hui qui est à court en RDC n'est pas compatible avec un président d'une Assemblée nationale dont on ne connaît pas sa position. Si tu avais les rebelles de 1-23, tu dis que tu avais les rebelles de 1-23. On n'est pas en même temps avec les rebelles, en même temps on n'est pas avec les rebelles, en même temps on n'est pas avec le président, etc. Donc, et moi qui observe à distance, n'étant même pas congolais, entre guillemets, parce que je suis congolais. Vous êtes congolais. Voilà. Non, je ne vais pas ajouter le syndrome rwandais sur mes frères de la RDC. On a assez envahi leur pays comme ça. Mais je dis, je suis congolais de cœur. Donc, j'estime que, depuis que je suis l'actualité, moi, je me demande qui était ce monsieur. On l'a pas vu en première ligne. En tant que président de l'Assemblée nationale, il devrait être en première ligne, d'une certaine manière, dans la défense des intérêts de son pays. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu un politicien qui manœuvrait, tout ça et consort, parce qu'il croyait que tel va tomber, tout ça, j'en ai vu tout ça. Mais c'est pas compliqué, on a vu tout ça. Et surtout qu'on connaît la posture qu'il a. Ben alors, maintenant que les choses ne passent pas comme ça, il n'est plus utile. Il n'est plus utile, c'est tout. Et président Balakani, est-ce qu'il y aura un lien entre sa démission et l'affaire du ministre de la Justice, M. Constant Moutamba? De mon point de vue, je ne crois pas. Parce que Moutamba était la victime de la corruption d'État, qui est partagée par tous ceux qui avaient intérêt à ce que la dynamique anticorruption
que le jeune ministre incarné s'arrête. Et là, c'était un consensus qui dépassait les clivages que vous pouvez imaginer. Et donc, je pense que c'est un lien avec M. Boutamba. Ça a plutôt à voir avec le lien. Le lien, c'est l'évolution de la situation en RDC. Je pense que l'avenir va bien clarifier ça. Je pense qu'aujourd'hui, la RDC est dans une dynamique. Une fois l'accord signé, et on y va d'ailleurs, il faudra que les ajustements politiques sont inévitables. Elles vont jusqu'à la perspective de la Constitution. C'est évident. Le pays est en guerre, avec une Constitution qui, à tout point de vue, n'est plus adaptée. C'était une Constitution fabriquée par M. Kabila. C'est l'ennemi numéro 1 de la RDC. Désormais. Il est. Mes positions sont claires. Parce que moi, désormais, il est l'ennemi numéro 1. Moi, c'est ce que moi je dis et je pense. Avec son complice Kagame. Il est l'ennemi numéro 1. Cette constitution a été taillée sur mesure pour favoriser et protéger les intérêts de M. Kagame, agissant pour le compte de ceux que nous connaissons. Or, M. Kagame est un ennemi du continent africain. Il est au cœur du génocide qui a cours en RDC. Et cette constitution a été bâtie, taillée sur mesure, pour protéger leur projet. Bon, on ne peut pas vouloir libérer la RDC et maintenir une telle constitution. Mais tous ces politiciens-là, tous ces politiciens-là, et tous ceux qui mangent dans ça, ne veulent pas entendre parler de cette affaire. C'est simple que ça. Donc, il est donc normal que cette mouvance, cette dynamique, ne voulez pas me dire que les membres du parti présidentiel ne sont pas au fait de ça. De quoi qu'on parle? Ils sont au fait de ça. Je pense que c'est une des raisons les plus valables qui ont justifié la démission de ce type. Moi, en tout cas, ça ne me gêne pas. Moi, je ne vais pas pleurer Caméré. Moi, je vous dis, hein. Maintenant, on va voir la suite. Notez, Monsieur le Président, on va voir la suite. Je pense que c'était le mot de fin de cette question. Mais, dans ce débat, respectons ce qu'a dit le président. Respectons ce qu'a dit le président. A dit qu'il continue à avoir sa confiance. Respectons, il est son allié et son frère. Il faut donc respecter ce qu'a dit le président, mais ce n'est pas une parole d'évangile. J'ai noté, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous allons de ce pas évoluer dans le débat et nous allons nous prendre la direction de l'Afrique de l'Ouest pour arriver sur une terre qui vous est chère, parce qu'elle a été celle qui a vu naître l'un des plus illustres fils africains, je parle de Anta Diop. Au Sénégal, Monsieur le Président Bandakani, vous constatez qu'au Sénégal, les populations sont de plus en plus exaspérées par les agissements du duo au pouvoir. Il s'agit évidemment du président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. En effet, un collectif appelé Citoyens rappellent à l'ordre a organisé le vendredi 19 septembre une grande marche pacifique à Dakar pour dénoncer, disent-ils, la gouvernance du duo Ousmane Sonko-Diomaye Faye et demander notamment la libération des personnes arrêtées pour des motifs politiques. Cette mobilisation a réuni des acteurs de la société civile et beaucoup de personnes et les médias sénégalais pour la plupart se sont félicités et ont dénombré un nombre important de personnes qui ont pris part à la marche en question. Lors de la manifestation en question, le duo a été la cible de critiques très acerbes, très virulentes et le président Diomaye Faye et son ministre Diomaye Sonko sont appelés à responsabilité politique parce que véritablement pour ces personnes qui marchaient, de moins en moins ceux-là font preuve de responsabilité politique. Dans le de manifestants, des radicaux ont d'ailleurs appelé à la démission du président Diomaye Faye qui a été élu récemment comme ce président Bandakani, ce qui veut dire que l'exaspération semble déjà toucher les sommets pour ne pas dire les plafonds. La marche intervient dans un contexte, il faut le rappeler, qui est marqué par de fortes tensions politiques. Ces tensions sont la conséquence de distensions autour de l'état de droit, des critiques sur les questions économiques et surtout des alertes répétantes sur la liberté. Monsieur le président Bandakani, on a en souvenir que le président sénégalais avait affronté l'armée lorsque le président Macky Sall était au pouvoir, pour porter au pouvoir, en triomphe d'ailleurs, le duo Diomaye Faye, Ousmane Sonko. On constate que quelques mois seulement après qu'elles ont réussi à le faire, elles sont déjà dans une situation de dépit. Monsieur le président Bandakani, est-ce que cette marche de protestation qui a été suivie n'est pas l'expression concrète de l'impatience d'un peuple à qui l'on a promis monts et merveilles, notamment de la part de Ousmane Sonko Diomaye Faye, et qui reçoit en retour simplement peine et privation? Au Sénégal, la rue gronde.
Des milliers de manifestants ont envahi Dakar ce vendredi, défiant le pouvoir en place. Les slogans fusent, démission d'Ousmane Sonko, départ de Bassirou Diomaye, libération des détenus politiques et d'opinion, indépendance de la justice, protection. Le peuple s'est battu pour que Sonko arrive au pouvoir. Il faut qu'il libère les détenus politiques. La liberté de la presse bafouillée, les entreprises de la presse mis dans des situations extrêmement difficiles. Moi, je vais vous demander ma part dedans, c'est quoi? Parce que j'ai envie de vous demander ça, que ma part dedans, c'est quoi? Les gens croient à leur démocratie, ils croient à leur alternance, ils marchent, tout ça. Vous voulez que moi, ma part dedans, c'est quoi? Moi, j'ai dit, j'avais mon combat depuis. On nous a dit que le Sénégal nous parle. J'ai demandé que le Sénégal nous parle en disant quoi? On nous a dit qu'on a élu d'abord des jeunes là, qui sont très brillants, et que vraiment, nous tous maintenant devons regarder le Sénégal. Parce que c'est là où il y a les lumières qui vont sortir le continent des ténèbres. Et il y a le pape à Paris a dit non, regardez le Sénégal, regardez le Sénégal. On se souvient comme ce président, lors du meeting de Paris, il a dit. Voilà, non seulement on nous disait ça, mais les deux types-là, le président Diomaye et le premier ministre Sonko, ils nous ont dit qu'ils sont des panafricanistes. De gauche. Ils vont sortir du franc CFA, etc. Bon, moi, j'ai commencé à regarder ça, j'ai dit qu'ils sont pas panafricanistes. J'ai fait regarder, j'ai vu qu'ils n'ont jamais été des panafricanistes. J'ai pris mon responsabilité. Tout en leur apportant mon soutien dans le cadre des bagarres inter-sénégalaises, j'ai dit qu'ils ne sont pas des panafricanistes. Deuxièmement, j'ai dit que le Sénégal ne peut parler à aucun pays africain. Aucun. Parce que, avant de parler à toute l'Afrique, il faut d'abord parler à la CEDEAO. Et qu'on ait entendu la voix du Sénégal, digne de ce nom d'État sénégalais, parce que le peuple sénégalais a fait l'honneur de l'Afrique. Ils ont été solidaires de leurs frères du Mali et de l'AES. Mais l'État sénégalais, lui, comme tous les présidents de la CEDEAO, recevait les ordres du Tintin de l'Élysée. Et on a vu comment le Sénégalais s'est parlé à ce moment-là à l'Afrique. C'était tout. Bon, les Sénégalais ont passé le temps à m'insulter, à me taper dessus et tout et tout. Maintenant, on voulait que je fasse quoi? Je dois faire quoi? Je voulais dire, est-ce de ma faute si du haut de l'esprit expérience que nous avons, nous mettons en garde des gens contre des illusions. Mais ils ont tout fait, depuis Senghor, ils font ça. Ils élisent des gens. On nous dit que non, c'est la démocratie, c'est la vitrine de la démocratie en Afrique. Le Sénégal est la vitrine. Un mandat d'émission. Et après, le même cycle que le corps, nous savons comment ça va finir. Ça va finir par soit la remise en cause de l'enfermement du Sénégal dans le giron néocolonial français, soit un retour à un parti unique, à une situation de dictature réelle, c'est-à-dire dictature néocoloniale. Oui, c'est deux options, parce que quand les gens vont voir que l'alternance n'apporte rien, vous voyez qu'ils vont faire quoi? Ils vont se tourner vers le visage tendu et énervé d'un gars barbu qui viendra dire que bon, on met fin à tout ça, c'est fini, là, il faut arrêter tout ça, et puis voilà. Une espèce de fureur qui va apparaître là, avec le parrainage des mêmes gens qui parrainent ce cycle-là qu'on appelle démocratie sénégalaise. C'est du n'importe quoi. Le président Manakani, on s'interroge, est-ce que ce n'est pas parce que le duo Diomaye Sonko n'a pas pu appliquer leur panafricanisme de gauche au Sénégal? Non, ils n'ont jamais été des panafricanistes. Ils le savaient. Ils ont simplement surfé sur une dynamique parce que, en fait, c'était la seule manière de parler aux Sénégalais. Si vous leur enlevez le panafricanisme, ils ne peuvent rien dire aux Sénégalais. Comme nous, on leur a enlevé ça. Le vrai visage est là. J'ai longtemps dit que les marges de manœuvre au Sénégal n'existent pratiquement pas pour un véritable changement, tant qu'on s'enferme dans le carcan que la France a tracé et a imposé à ce pays. Je l'ai dit fatigué. J'ai dit que Sonko, ils vont bavarder, ils ne peuvent rien faire. Il faut la rupture. Bon. Les gens disent qu'ils rompent, mais leur rupture consiste à aller fouiller matin, midi, soir, le caleçon que portait Macky Sall, aller fouiller matin. C'est ça la rupture au Sénégal.
Monsieur le Président, vous avez quand même le droit de faire l'investigation sur l'héritage reçu. Oui, mais ça c'est un moyen. Je suis d'accord, ça n'est qu'un moyen. Mais qu'est-ce qu'on voit à la fin? Il n'y a même rien. Mais qu'est-ce que je vous dis? Les mages de Mali au Sénégal n'existent pratiquement pas. Attendez, les choses sont claires. Et les Macky Sall le savaient. Macky Sall, ils savent qu'ils vont reprendre l'affaire là facilement. Ils savent, ils attendent seulement. En embuscade. Je ne veux même pas dire d'autre chose. Donc, vous voyez, c'est la misère absolue des attenances néocoloniales. Une misère absolue. Deuxièmement, c'est l'inconsistance de la perspective qui traverse le Sénégal. Et ça montre comment l'horizon est bloqué. On tourne en rond dans les attenances de pacotille. On tourne en rond. Or, le panafricanisme débloque l'horizon là où c'est fermé pour l'Afrique. Bien sûr. C'est ça le panafricanisme, ça débloque. Mais vous voulez faire le conseil conjoint, le conseil des ministres conjoints avec la France. Qu'est-ce que Diomaye fait depuis qu'il est au pouvoir que Macky Sall n'était pas en mesure de faire, n'a pas fait? Aujourd'hui, quelqu'un vous dit, ok, on a fait un statut pour les lanceurs d'alerte contre la corruption. Si tu dénonces la corruption, tu auras 10% dans ce que ça va rapporter. Ça dit, c'est dur, hein? C'est dur d'être dans notre position. C'est très dur. Je vous dis la vérité. Jamais j'ai parlé comme ça, mais je vous dis, c'est dur. Voilà des gens qui n'ont pas fait le bilan des mesures anti-corruption qu'ils vantaient hier, à savoir la déclaration des biens des candidats. Qui a même connu un décret d'application dans le cas du Sénégal. On a dit, le Sénégal, là, vraiment, ils ont même dépassé les pays occidentaux. Là-bas, on déclare son patrimoine à notre président. Fameux article sur la lutte contre la corruption. Mais qu'est-ce qu'il a présenté? Son patrimoine, soi-disant. Donc, les Sénégalais pensent que les élites sont assez bêtes pour les présenter tout leur patrimoine dans le cadre de la déclaration de biens. Bon, Macky Sall l'a fait. N'est-ce pas à l'époque, on présentait cette mesure comme étant le parangon de la lutte anticorruption ou le bilan? Pourquoi Diomaye arrive, on le continue avec ça? Maintenant, on abandonne ça. Et les Sénégalais ont oublié que ça avait ça, par exemple, hier que Macky Sall les a ramassés, les a pris comme des enfants. Hein? Que l'on va dire que la corruption, hein? Wade est le champion de la corruption, lui et son fils, ils ont volé tout l'argent du Sénégal. Je ne suis pas un pro-Wade, mais je reprends seulement ce qui s'est passé. Il y avait les Janama, les associations ont fleuri gauche à droite au Sénégal, machin et consorts. Le mec qui ça a déclaré, c'est bien. Bon. Allez évaluer son patrimoine maintenant après qu'il était président, pendant les deux mandats qu'il a fait à la tête du pays. Vous voyez qu'il est devenu plus pauvre. Au contraire, on sait maintenant qu'il s'est beaucoup enrichi. C'est pas Sonko qui nous dit ça tous les jours. Bon, en quoi le fait de dire au Sénégalais que, ok, vraiment, nous, on va donner 10% aux lanceurs d'alerte. Je vous dis à quoi ça sert. Et moi, ça m'a fait mal de voir ça. Ce lanceur d'alerte là, sera qui? Il sort d'où? Les gens vont placer leurs frères devant. Ils vont, c'est la fémania. Ça fait rire. On va donner l'information à quelqu'un qu'on va mettre devant. Et par derrière, on va se partager les 10% de l'argent. C'est une honte. Bon, pourquoi je prends l'exemple? C'est pour vous démontrer comment la nouvelle génération arrive au pouvoir. Ils n'ont rien. C'est-à-dire, ils n'ont rien à proposer. Absolument rien. Rien. Il faut laisser qu'ils voient. Mais ce n'est que le début. Donc, on a fait une imposture qui a été dégonflée. C'est tout. D'accord. Moi, vraiment, vous choisissez les thèmes que vous voulez. Moi, si j'avais mon mot à dire, moi, je ne perds pas le temps sur le Sénégal, sur ces manifestations-là. Je ne suis pas le cas après avec ça. Parce que quand nous on parlait, c'est un peu plus insulté. Bon, pas tous les Sénégalais, hein. Non, faut pas aussi exagérer. Il y a beaucoup de Sénégalais qui comprennent. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai du respect pour eux. J'ai du respect pour ce peuple-là qui a marché pour aller soutenir leurs frères. L'AES, c'est le pays de Cheikh Anta Diop, d'Amadou Makambo et des autres que nous connaissons. C'est un pays qui nous a donné beaucoup d'intellectuels, de grandes figures. Je connais c'est un grand pays. Mais le carcan politique, la fémania politique là, qu'on les vend sous couvert d'attenants démocratiques, c'est ça qui ferme l'horizon de ce pays. C'est ça qui ferme l'horizon de ce pays. C'est pas là, c'est-à-dire que il y a l'alternance, mais il y a même ce qu'on appelle
les marqueurs sociologiques de ce pays-là. Vous savez, vous voulez changer le Sénégal, vous pouvez parler fort à un marabout. Alors voilà un pays où si un candidat dénonce le marabout, il ne sera jamais élu. Je prends un exemple. Hein. C'est-à-dire que l'islam sénégalais est une référence en Afrique. À savoir que voilà, il y a une tentative d'endogénisation de l'islam. C'est très bon, c'est très bien. Mais après, quand on va se confondre avec des rentes, que personne ne va bouger, on voit très bien pourquoi tous les candidats, à chaque fois qu'il y a élection, il faut aller faire allégeance au marabout. En démocratie. J'ai rien contre. Maintenant, si les marabouts font la politique maintenant, c'est eux qui décident qui est président. Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils prient pour les âmes, qu'est-ce qu'ils veillent sur les âmes. Parce que cette tentative d'adouber les présidents, ça absorbe tout leur temps, ou bien ça prend seulement une partie de leur temps. Je parle seulement, je suis bien placé pour le parler. Il est dur au Sénégal de s'en prendre au marabout. Dans tous les cas, président, ils font les deux à la fois, s'occuper des fidèles, prier pour et adouber les présidents. Vous êtes sûr? On ne peut pas l'affirmer. En tout cas, c'est vous qui posez les questions. C'est vous qui posez les questions. D'accord, président Mandakani, nous allons évoluer dans le cadre de notre programme et cette fois, nous allons nous... Bravo l'alternance. Vive l'alternance en néocolonie. Et la démocratie. En néocolonie. Et la démocratie. Hoye, on dit chez nous. Alternance, hoye. Nous allons continuer cette fois en Albanie. Le gouvernement albanais, par la voix de son premier ministre, M. Edi Rama, s'est félicité d'être entré dans l'histoire à travers la nomination de l'intelligence artificielle au poste gouvernemental de ministre des marchés publics. Cette intelligence artificielle a été nommée DILAR, qui a comme cahier de charge de lutter contre la corruption et accroître la transparence dans les marchés publics. Et surtout, président Mandakani, nous avons vu des pays occidentaux et certaines organisations occidentales féliciter l'Albanie et qualifier leur démarche d'avancée gouvernementale. Nous voulons vous poser la question, quelle est la portée éthique? I am not here to replace people, but to assist them. Truly, I do not have citizenship, nor do I have any personal ambition or interests. I only have data, a thirst for knowledge, and algorithms dedicated to serving citizens impartially, transparently, and tirelessly. Isn't this precisely the spirit of constitutional democracy, exercising power in the service of everyone, free from bias, discrimination, nepotism, or corruption? Voilà. C'est-à-dire qu'on a vu des philosophes, des chercheurs comme Mcharanta Diop et le Témoin l'ont dit. On a développé la machine en sous-développant l'homme. Non, on a développé la machine pour que la machine supplante l'être humain. C'est ça l'affaire. Alors maintenant, vous savez, ce débat est très important. Mais là, on peut dire, on peut parler à l'aise parce que ça prend la plus concrète possible de comment tout ça est programmé. C'est l'avènement de ce que j'appelle le gouvernement technologique. Et ça, c'est le stade suprême de la pensée mondialiste en termes d'État, en termes de gouvernement. Ça, vous avez là le nec ultra, c'est-à-dire ils sont là au niveau le plus élevé. C'est ça qu'ils veulent imposer dans tous les pays. En termes de l'horizon gouvernemental, c'est la dissolution des États et des nations. Et voilà, c'est par quoi ça va être remplacé. Alors, pour dire qu'on lutte contre la corruption, j'y reviendrai, parce qu'on verra qui est la corruption. On reviendra. Le capitalisme est depuis très longtemps entré dans une mutation extraordinaire qui a échappé à beaucoup. J'aime souvent schématiser ça facilement pour que les gens comprennent. C'est très complexe, mais il faut toujours essayer de schématiser parce qu'on n'a pas le temps. La première période panafricaniste, qu'on appelle le vieux capitalisme, était centrée sur l'exploitation, mais aussi la reproduction de la force de travail humaine. Pas qu'on ait reproché au capitalisme, le vieux capitalisme, il n'était pas question de déclasser l'homme, la force de travail humaine. Ça tournait autour du conflit entre le travail et le capital. Le travail, c'est la force humaine. Le capital, c'est le travail humain qui reproduisait toujours. Même si c'était polarisé dans les mains des capitalistes, qui étaient les propriétaires des moyens de production, les propriétaires du capital.
ce qu'on appelle depuis la nouvelle économie, et les gens n'ont pas compris où ça allait, c'est la rupture avec le vieux capitalisme. C'est-à-dire que le nouveau capitalisme, lui, met en avant, à travers le perfectionnement de l'outil, donc la technologie, qui passe par comment on dit ça, la réunification des sciences, sous un objectif qui est clair. Le projet mondialiste, et toutes les disciplines scientifiques sont rassemblées, organisées et orientées vers un seul objectif. Donner aux capitalistes la capacité de se passer de la force de travail humaine. De la réduire à son aspect le plus insignifiant, au niveau le plus insignifiant. Ça change tout. Il faut bien comprendre. Parce que dans le vieux capitalisme, quand même, les nations ont émergé, ont été consolidées. Les États ont émergé, ont été consolidés. Les ouvriers, etc. Des classes sont nées, ont été structurées. Et quoi qu'on dise, portaient l'histoire. Mais avec ce nouveau capitalisme, c'est terminé, Madame Eliangale. Voilà pourquoi toutes les institutions qui sont confondues et assimilées à ce vieux capitalisme-là, pour le mondialiste, elles doivent tous disparaître. Toutes doivent disparaître. Elles doivent être remplacées à partir de rien, c'est ça le grand reset, un changement radical, c'est ça le concept de grand reset. C'est-à-dire on réinitialise, on commence tout à zéro. Il faut raser tout ça pour désormais donc créer un monde nouveau qui est basé sur une espèce de génisme basé sur la technologie. Donc, l'homme qui existera, c'est un homme augmenté. S'il n'est pas augmenté, il ne sert à rien. Le robot là est mieux que lui. Et voilà la preuve. Et comme c'est une sélection néo-darwinienne, il va s'en suivre certainement que une masse d'hommes va devenir inutile. Et on les compte en milliards. Bien sûr. Contre une minorité d'êtres humains utiles, c'est-à-dire capables de survivre à tout ça. C'est là où on va. Et là, c'est même pas l'étape suprême. Parce que l'étape suprême, justement, c'est au-delà de ça. Mais bon, c'est pas le moment d'en parler. Donc, les inutiles doivent être nettoyés dans le cadre d'une grande restauration écologique, soi-disant. C'est ça, toutes ces histoires qu'on vous raconte sur le danger climatique, le danger climatique, la terre qui est extrêmement polluée, etc. Le discours tient du quoi? Mais qui pollue la terre? C'est pas l'être humain. Quand on dit que la terre est trop polluée, qui pollue? C'est l'être humain. Donc pour sauver la terre, il faut évacuer l'être humain, parce que lui, il pollue. On vous dit qu'on doit sauver la planète au détriment de celui qui pollue la planète. Donc, les choses sont dites depuis très longtemps. Et après, on vous dit, la vieille économie capitaliste, la vieille phase d'industrialisation, il faut balayer ça. Et le prétexte, c'est la décarbonation. La fin des industries fossiles, comme ils appellent. Bon, et d'où donc la 4e révolution industrielle, qui est donc la révolution a pour mission de faire advenir ce monde nouveau, vert, paradisiaque, d'après eux, etc., débarrasser de toute la saleté du vieux monde industriel, comme hier, le capitalisme a dépassé la vieille économie charbonnière, la houille, où c'était noir partout en Europe, il fallait sortir de là. On est sorti de là pour entrer dans un nouveau, dans le pétrole, etc., nouvelle source d'énergie. On a déclassé. Bon, maintenant, ils reviennent dessus, mais ils sont à fond dans leur affaire. Donc, voilà les soubassements philosophiques, historiques, qui sont derrière et qu'on voit culminer avec l'avènement de ce vaurien qu'on appelle, je sais pas comment appeler ça, cette chose-là, qu'on met en avant. Donc, le vrai débat, c'est quoi la lutte contre la corruption? C'est quoi la bonne gouvernance? Quand nous nous levons contre ces choses-là, il ne sait pas de quoi il parle. C'est un extrémiste, il est trop radical, ma chère François. C'est ça. On a vu le gouvernement. C'est ça la bonne gouvernance. C'est ça. Vanter les mérites de cette chose-là, ce truc. Désormais, il sera disponible cette laie de choses, parce qu'il faut arrêter. Cette laie de choses. C'est une laie de choses. C'est une horreur qu'on a en face de nous. C'est une horreur. Mais, comment des gens peuvent célébrer l'horreur? Comment on peut expliquer une telle correspondance entre l'horreur et les soi-disant êtres humains qui apprécient?
Il faut comprendre ce que ça veut dire. Selon vous, ça devait susciter du dégoût? Mais je dis que cette chose-là, elle est horrible. Elle est horrible. Mais qu'est-ce qu'on voit? Cette horreur-là, plutôt, met en extase. Non, vous êtes gentils. Ils sont en extase. Une espèce de jouissance qu'on a observé, ces gens-là, mais ils sont heureux. Alors, cela, on devrait s'arrêter pour se poser de bonnes questions. Allons-y, Monsieur le Président. Comment une horreur peut réjouir des soi-disant êtres humains? Et c'est là qu'il faut interroger ce qu'ils mettent en avant comme prétexte. La lutte contre la corruption. Alors, c'est quoi la corruption? Puisque c'est au nom de ça que vos pays sont à terre. Les plans d'ajustement structurel, c'est pour lutter contre la corruption. Tout ça, ma chère, c'est quoi la bonne gouvernance? Vous voyez qu'à terme, donc, connaissant vos états là, comme les gens là étaient en extase, bientôt vous allez voir pour des pays commander ce genre de choses de chez vous. Pour lutter contre la corruption. Comme tu as dit. Il y a un pays comme le Cameroun qui a été classé récemment par très bien. Corrompu au monde. Donc, les choses, c'est un agenda qui est clair, les gens se préparent. Donc, le voie de base, c'est est-ce que la corruption peut lutter contre la corruption? Tout ça, ça cache deux choses simples. C'est deux camps. Des non-humains face aux humains. Nous, les humains, nous admettons que l'imperfection de l'homme est la condition de son existence sur la terre-ci. Donc, nous n'avons pas le pouvoir de le rendre parfait. C'est pas notre rôle. C'est le rôle qui est dédié à Dieu seul. Il sait comment il gère ça. Je répète, c'est le rôle qui est dédié à Dieu seul. Et les vrais humains savent ça. Ça s'enseigne même pas. On est avec ça. Les vrais humains le savent. Des non-humains qui sont sous la forme humaine, qui ont joui là, devant leurs choses, qui n'est que le reflet de ce qu'ils sont eux-mêmes, des monstres, ils ont leur projet, nous exterminer. C'est ça qui se joue en Albanie. Et c'est ça qui explique tout ce que vous avez vu, Covid, machin numérique, tous ces machines qu'on est en train de fabriquer là, tout ça, on est en train d'aller au fur et à mesure. La stratégie est de nous enfermer dans des contraintes technologiques dont on ne pourra pas s'en sortir. L'aliénation aux gadgets que nous ne fabriquons pas. Des États, nos États qui sont asservis à la technostructure internationale et mondiale. Regardez le rapport de l'Afrique aux réseaux sociaux. Les droits des citoyens sont bafoués par des plateformes. Dans les réseaux sociaux, nos États regardent sans dire rien. On dirait que la construction de nos pays s'arrête devant les réseaux sociaux. Hélas. Donc, ça commence là, ça se voit, cette affaire-là. Donc, on a là un signal très fort du rêve mondialiste. Mais bon, ce n'est qu'un rêve, hein. Ça va échouer. On le souhaite, non, je ne souhaite pas. Il dit que ça va échouer. Nous ne permettrons pas à des choses, à des monstres, de venir de remplacer l'être humain. C'est noté, Monsieur le Président. Nous allons terminer cette émission avec une dernière préoccupation qui nous conduit tout droit. Côté de la France, un pays sur lequel vous n'avez pas souvent été très tente, notamment envers les dirigeants français. Bravo, l'État français. Parce que la France est actuellement dans une situation plus ou moins délicate de la situation du couple présidentiel en France, le couple formé par Emmanuel et Brigitte Macron, qui s'est retrouvé dans une situation complexe parce qu'en fait, l'épouse du président français, Brigitte Macron, s'est retrouvée en situation de diffamation par une journaliste américaine qui lui prête, qui remet en cause son identité déjà. Cependant, je suis en train de rapporter les faits. Je poserai la question à la fin si vous permettez, bien sûr. Même vous faites la forme problématique. Le président, cette journaliste remet en question l'identité de genre de l'épouse du président Macron, Brigitte Macron, qui a décidé de lui faire un procès en diffamation. Et il se trouve que l'avocat du couple Macron a fait une sortie publique récemment. Il a clairement indiqué que le couple Macron prévoit de présenter les preuves photographiques et scientifiques devant un tribunal américain afin de prouver que Madame Macron est bel et bien une femme. Dans le cas de ce procès d'information, M. le Président Mandakani et les avocats de cette journaliste américaine Candace Owen, pour ne pas la citer, quant à eux ont répondu avec une requête en irrecevabilité. M. le Président Mandakani, qu'on le veuille ou pas, cette affaire Brigitte Macron est désormais une affaire d'État en France parce qu'il s'agit de l'honneur du couple présidentiel, sa dignité qui est mise en cause, M. le Président Mandakani. Il y a l'honneur du couple présidentiel. Peut-on croire, M. le Président Mandakani, quand on sait qu'il y a une proximité idéologique entre cette journaliste Candace Owen et le président Donald Trump, et quand on voit que ce procès est orchestré depuis les États-Unis, que le président Donald Trump voudrait embêter le couple français, le couple présidentiel en France, M. le Président Mandakani, parce que supposément ceci serait de l'État profond qui a été la cause de sa défaite
lors de sa deuxième candidature à la présidentielle américaine, M. le président américain. Est-ce que Trump est derrière ce qui se passe pour embêter le couple présidentiel en France? C'est pas là où il faut commencer. Hein. C'est la question que je pose. Oui, vous avez le droit, mais je dis c'est pas là où il faut commencer. Commençons par là. Et puis, pourquoi vous allez chercher les problèmes de Donald Trump? Est-ce que Trump n'a pas le droit d'avoir des liens idéologiques avec Candace Owen? Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Le fait d'avoir, qu'est-ce que vous voulez qu'on commence par là? Le fait d'avoir des affinités idéologiques avec Candace Owen, en quoi ça empêche la véracité des faits? Les faits sont une chose, les affinités idéologiques sont autre chose. Le fait d'être en affinité idéologique ne peut pas permettre à Candace de créer des faits imaginaires qui peuvent la conduire en prison. Ce serait de la folie, ce serait du suicide. Donc déjà de ce point de vue, il y a là une dynamique de dilatoire qui est claire. Parce que si Donald Trump a les affinités avec Candace, vous voulez qu'on parle des affinités de M. Macron avec les démocrates américains? Avec les Biden? Je me souviens qu'il avait été quasiment... Je pose la question. Est-ce que c'est plus grave? Est-ce que c'est plus grave d'avoir des affinités avec Candace Owen, idéologique avec Owen, que de tuer les gens, de tuer les enfants, de massacrer les vieillards sur le prétexte d'une fausse pandémie? Évidemment non. Je ne vais pas commencer par là. Mais comme je respecte votre travail, je vais commencer par là. Commençons simplement par des choses élémentaires. Non, élémentaires. Parallélisme des formes. N'est pas c'est Brigitte ou quoi, ou c'est quoi là? N'est-ce pas, elle a perdu... C'est Brigitte Macron, monsieur le président. N'est-ce pas, elle a perdu le procès en France? Vous avez oublié qu'elle a perdu le procès en France. Elle a perdu le procès en France. Elle avait même pratiquement le procès de ce genre en France. Elle a perdu ce procès. La conséquence de cette perte du procès veut dire que c'est quoi? C'est vrai que l'objet n'est pas la même chose. Au sens où. Mais c'est le même problème. Son identité déjà. Oui, c'est le même problème qui est en question. Sauf que, en déposant sa plainte, elle a joué avec des mots, accusant l'autre de quoi, d'homophobie, quelque chose comme ça. C'est pour cela qu'elle a perdu, mais c'était le même problème. Mon cher Gisela, est-ce qu'une femme démontre qu'elle est une femme? C'est une question que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse qu'à présent, monsieur le président. Si vous pouvez éclairer moi. Pourquoi? Parce que le procès là est kafkaïen. C'est un faux procès. Ça n'a pas de sens. Si vous n'avez pas allé à la plage, ça va suffire, monsieur le président. Est-ce qu'une femme, j'ai plus connu les histoires sur la terre ici. Est-ce qu'une femme prouve qu'elle est une femme? Même dans nos quartiers, c'est quand une femme ressemble à un homme ressemble à un homme là, on sait quand même que c'est une femme. Elle ne montre pas. On sait. Si déjà une personne dit qu'elle va lui démontrer qu'elle est une femme, le débat est clos. La conséquence c'est quoi, monsieur le président? La conséquence c'est quoi? Elle vient de dire qu'elle n'est pas une femme. Président Badakani, elle a quand même fait l'objet de Brigitte Macron. Et elle veut, au vu de son statut. Elle a fait l'objet de quoi? De diffamation. Vous avez le preuve que vous dites? Il y a quelle preuve? D'après elle. Non, il n'y a pas. C'est parce qu'elle dit qu'elle a diffamé qu'il y a diffamation. De dire que l'épouse du président français n'est pas une femme. Jusqu'à ce que on démontre qu'on diffame, il n'y a pas de diffamation. Madame Candace apporte à Mondo Vision les éléments de preuve. Puisque vous voulez qu'on reste dans la factualité, sur le plan factuel, Madame Candace Owen apporte tous les preuves, ce qu'elle dit. Vous tapez sa chaîne, écoutez-la. Écoutez-la. Elle met des éléments sur la table. Donc voilà, pour qu'il y ait diffamation, il faut qu'on démontre qu'elle ment. Ce que le couple présidentiel français... Vous allez très vite. Et encore que... Faire. Non, c'est la diversion. Encore qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Les procès de diffamation aux États-Unis n'ont pas la même structure qu'en France. Il faut faire attention. Donc on est là devant une opération de diversion pour distraire les gens, qui masque une réalité terrible. C'est que la France, l'État français est complètement pourri. Moi, je ne veux pas savoir la suite. Une femme ne montre pas qu'elle est une femme. Tu vas démontrer que tu es une femme? Vous avez vu ça où? Là où on est d'accord, président. Attends. Donc, le problème maintenant, c'est que ça devient sérieux. Une femme dit qu'elle va aller montrer aux États-Unis qu'elle est une femme. Moi, le procès là est fini avant d'avoir commencé. Il ne faut même pas oublier ça. D'abord, c'est de la diversion. C'est de la diversion. Parce que le cabinet d'avocats qu'elle allait chercher est reconnu dans cet art de diversion, de faire de la diversion là. Mais, il y a un débat de fond. Moi, je ne comprends pas. Donc, Macron connaît la différence qu'il y a entre les gens maintenant.
C'est ça. Donc, cet interne-là, maintenant, là, il connaît la différence qu'il y a entre un homme et une femme. Puisque qu'est-ce que enseigne aux enfants depuis en France? Qu'est-ce que Macron enseigne en tant qu'individu? Quel est son camp en matière de genre? Voilà quelqu'un qui a passé le temps à imposer en France la vérité qui est que d'après lui, il n'y a pas de genre. Il n'y a que des transitions. Il n'y a pas d'homme, il n'y a que des transitions. Donc, surtout maintenant, sa soi-disant épouse veut démontrer qu'elle est une femme. On voit pas qu'il y a un problème dans cette affaire-là. C'est quand même extraordinaire. La France fait pitié. Oh, démocratie. Le pays des Lumières. L'ami d'Achille Mbembe. Lauréat du prix Holberg. Lauréat du prix Holberg. Donc, M. Macron découvre subitement le que non, le genre existe. Donc, Madame Brigitte, là, est-ce que c'est elle madame? C'est madame ou c'est qui, je sais pas. Donc. C'est la première dame française, Brigitte Macron. C'est qui? Première dame française, Brigitte Macron. J'ai dit le contraire. Vous n'avez pas reprécisé ça, monsieur le président. Pourquoi on fait la précision? Pourquoi? Une précision politesse. Vous m'apprenez qu'elle est la première dame de France? Non, monsieur le président, je dis simplement ce que vous savez déjà, monsieur le président. Bon, comment vous savez qu'elle est dame? Puisque maintenant, elle va démontrer qu'elle est une femme. Comment savez-vous qu'elle est une dame? Puisque maintenant, elle va démontrer qu'elle est une femme. Moi, vous êtes toujours en train de vouloir m'embêter. Moi, je fais mes choses, je vous dis, faites attention, ils sont en train de parler mes choses. Faites qu'elle dit mes choses. Quelqu'un veut démontrer qu'elle est une femme, tu dis qu'elle est une dame. Moi, je sais ces choses. Moi, pourquoi elle ne peut pas l'appeler première dame? Puisqu'elle va démontrer qu'elle est une femme. Maintenant, s'il arrive qu'elle n'est pas une femme, nous appelons alors qui est première dame. C'est que le président français a présenté comme son épouse. C'est que le président français a présenté comme son épouse, monsieur le président. Non, c'est pas clair cette affaire. Pour des personnes qui font la promotion de LGBT. Et eux, ils sont allés plus loin. Parce qu'ils sont un peu niveau de LGBT. Hein. Ils sont dans le concept même de l'affaire, à savoir qu'il n'y a pas de genre. Il n'y a que les individus en transition. Comment seulement elle veut démontrer qu'elle est une femme? Donc, ils ne croient plus à leurs affaires là. Non, la logique aurait voulu que Brigitte n'ait pas de problème. Elle devait assumer dire que nous sommes, moi et mon soi-disant mari, nous sommes en transition. C'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas désigner. Ils sont en transition. Ils n'ont pas fini leur mutation. C'est ça qui devait être la logique. Mais il ou elle, ce truc-là maintenant nous dit que non, elle va démontrer qu'elle est une femme. Alors quand moi je dis ce truc-là, c'est pas une insulte. Hein? C'est un fait. Parce que maintenant, quelqu'un veut vous croyez qu'elle est une femme, elle dit qu'elle va aller montrer qu'elle est une femme. Donc on a fait quelque chose que personne ne peut désigner. Jusqu'à ce qu'elle démontre qu'elle... Vous avez tout compris. Le flou est persistant. Oui, vous avez tout compris. Le thème, c'est analyser les événements comme il faut. Nous ne sommes pas l'africaniste. Je suis fier, c'est une grande avancée. Parce que là, maintenant, on avance. Les choses sont claires maintenant. Nous ne savons pas qui est ce truc-là qui est à l'Élysée. Je ne sais pas si c'est une femme. C'est ce que nous démontre qu'elle est une femme. Parce qu'une femme, dans le monde entier, puis le monde ne montre pas qu'elle est une femme. On voit, on sait, elle a des... Tout le monde voit que tu es une femme. Tu ne démontres pas. Le fait que M. Macron autorise ça. C'est pour cela. Non, ça. C'est un vrai ting-ting. Comme vous l'appelez constamment. C'est un vrai. C'est incroyable. Donc, écoutez, ma femme avec qui je dors va aller démontrer un procès qu'elle est une femme. Avec des preuves photographiques et scientifiques. Non, ça, elle va prouver quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas pour vous démontrer? On demande, comment elle va faire là-bas? Avec des preuves photographiques et scientifiques. Son avocat dit, monsieur le président. Bon, on a besoin d'aller au procès pour démontrer ça. Puisqu'elle a été diffamée, monsieur le président. Elle n'a jamais été diffamée, vous aussi. Vous n'êtes pas... Est-ce que qui le voit dire? Il y a des diffamations où? Il faut qu'on demande que Candace ment pour qu'il y ait diffamation. Je voulais vous rappeler que cette dame a failli être corrompue. On a voulu la corrompre, non? Elle a refusé. Mais alors? Par exemple, je suis accusé si vous permettez, parce que le temps... Il n'y a même pas de chute, mon fils. Il n'y a pas de chute à chuter. Il n'y a pas de chute. On va chuter quoi? Moi, c'est vraiment conclure que une femme ne demande pas qu'elle est une femme. Non, on ne sait pas qui a l'Élysée, c'est pour.
C'est noté, Monsieur le Président Bandakani. C'est pas l'Élysée. Monsieur le Président Bandakani. C'est un endroit étrange, l'Élysée. C'est un endroit étrange. Monsieur le Président, ça a toujours été comme ça ou c'est devenu avec le Président Macron? Ça a toujours été comme ça. C'est noté, Monsieur le Président Bandakani. Monsieur le Président Bandakani, merci d'avoir pris de votre temps, plus d'une heure de temps pour permettre qu'on puisse avoir cette belle échange. En tout cas, cette émission au cœur de l'actualité internationale et nationale. Vous le faites si bien, Monsieur le Président, c'est-à-dire vous balader dans l'actualité internationale et apporter des éclaircissements pour que les gens qui nous écoutent sur nos plateformes prennent davantage connaissance et conscience de ce qui se passe dans le monde. Nous avions ce jour 6 sujets à traiter. Sur chacun des sujets, vous avez été, comme à votre habitude, intéressant et pédagogique. Sur la question précise du président Paul Biya qui a décidé de prendre un court séjour privé en Europe, vous avez dit, le président a ses habitudes qui sont très vieilles et en 43 ans, il a suffisamment pratiqué ses habitudes pour qu'elles ne doivent pas inquiéter les Camerounais et que s'il décide de voyager alors que l'élection est proche, il sait pourquoi il le fait, il sait comment il gérera son élection, Monsieur le Président Bandakani. Il n'y a donc pas à s'inquiéter selon vous, Monsieur le Président. Sur la question précise en rapport avec le candidat Issa Thioro Bakary, vous avez clairement indiqué que c'est un candidat consensuel, certes, mais un candidat consensuel par dépit. Par dépit parce que sur 11 candidats à qui on a fait l'offre, il est le seul à avoir répondu favorablement et donc. D'après le bout de Douala. Voilà. Et donc, par dépit. L'Union pour le changement. Parce que le Douala, c'est autre chose. Hein. L'Union pour le changement. Samba va te chercher les victoires là maintenant. C'est noté, Monsieur le Président. Et donc, il est le candidat consensuel par dépit. Vous avez clairement indiqué que les soutiens sur le tard à sa candidature, en l'occurrence certaines universités, certaines droits de l'homme, sont un non-événement parce qu'à la réalité, cela s'inscrit dans l'irrationalité absolue qui les caractérise et qui a conduit au déclassement antérieur du candidat qu'ils avaient adoubé par le passé. Et donc, s'ils n'ont pas été en capacité de pouvoir porter le candidat initial à la candidature, je pense pas qu'ils apporteront la chance à M. Thioro Bakary. Ils peuvent l'espérer pour des sources de malchance. Malheureusement, il les a choisis et il assumera les conséquences qui en découlent. Monsieur le Président, sur la question de la RDC, vous avez clairement indiqué que le fait que le président Vital Kamerhe ait démissionné de l'Assemblée nationale n'est pas un événement particulièrement important, puisque par le passé, il a démissionné, que sa démission ne changera pas fondamentalement la dynamique en cours en RDC. Mais que son comportement lors de la crise en RDC vous a profondément interrogé, et les Congolais avec, parce qu'on a eu un président de l'Assemblée nationale qui n'a pas pris des positions faibles pour défendre sa patrie, mais qui a toujours eu des agissements politiciens, des manœuvres politiciennes qui ont véritablement créé de la confusion. Et donc, son comportement était devenu indécent et intenable et sa démission tombe à pic parce que les députés de la majorité présidentielle, à un nombre important, ont signé la pétition qui demandait sa démission, Monsieur le Président Bandakani. Sur la question du Sénégal, vous avez dit, Monsieur le Président Bandakani, que le Sénégal, en l'état, notamment dirigé par le duo Ousmane Sonko et Diomaye Faye, ne peut parler à aucun pays africain pour une raison simple. C'est que le Sénégal est un pays qui est dans une situation politique complexe. Le panafricanisme de gauche qui a été prôné par ces deux personnes, en réalité était un leurre politicien dans le but électoraliste pour se faire élire parce que c'était la seule façon qu'ils avaient trouvé de pouvoir parler aux Sénégalais pour aussi obtenir leur confiance et leur vote. Mais désormais, on voit ce que cela cachait comme contenu, Monsieur le Président Bandakani. Et l'alternance au Sénégal, malheureusement, produit l'alternance, c'est une alternance néocoloniale. Et le Sénégal est donc la terre qui exprime le mieux la misère absolue de l'alternance néocoloniale, qui est une impasse terrible dans laquelle certains pays africains sont hélas encore englués. Monsieur le Président Bandakani, sur la question spécifique d'Albanie, vous avez clairement indiqué qu'il s'agit de déclassement de l'être humain au profit des choses qui s'inscrivent dans un projet mondialiste devenu globaliste, qui veut imposer un gouvernement, vous avez dit, technologique. Il s'agit pour vous, Monsieur le Président Bandakani, d'une combinaison entre le darwinisme transhumaniste et le génisme technologique. Il s'agit du projet d'extraction de l'humanité qui se déploie et il ne prospérera pas parce que les gens comme vous, Monsieur le Président Bandakani, vous tiendrez debout pour les affronter et le vrai Dieu avec vous. Permettez que ce projet ne produise pas. Et pour conclure, Monsieur le Président, vous avez dit clairement que le fait que le président Macron ait étouré sa femme, Brigitte Macron, a démontré qu'elle est une femme, est la preuve concrète qu'en fait, elle n'est pas une femme, Monsieur le Président Bandakani, et que ce projet, ce procès tel qu'il est mené, est un projet véritablement kafkaïen. Monsieur le Président Bandakani, merci d'avoir pris de votre temps pour nous éclairer pendant plus d'une heure de temps, Monsieur le Président Bandakani. Nous voulons dire merci à toute l'équipe de production qui a pris la peine de poser cette émission de qualité, dans les conditions optimales de qualité que nous avons. Je voulais aussi dire merci à Mme Edingray qui a pris son temps pour nous accompagner. Merci Mme Edingray. Merci. Nous terminons en disant merci particulièrement aux internautes qui nous ont suivis pendant tout ce temps et qui nous ont fait le privilège de nous suivre avec autant d'attention comme ils le font chaque fois. Et nous prenons le rendez-vous à la prochaine édition qui, nous souhaitons, avec le président Bandakani, sera une fois de plus un véritable repas pédagogique, un véritable repas géopolitique pour davantage optimiser leur culture individuelle. À la prochaine, très chers internautes. Ainsi soit-il.